Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce plateau. Si vous nous rejoignez, l'immobilier, ça nous concerne. Internet, le digital, tout ça est en train de sérieusement modifier la donne dans ce domaine de l'immobilier. Plus rapide, moins compliqué, moins cher. Assiste-t-on à une ubérisation de l'immobilier? On va en parler ce matin avec John Guy Park. Bonjour, vous êtes chef d'entreprise. Votre société Bon de Visite est dans le secteur de l'immobilier. Vous allez nous expliquer ce que c'est tout nouveau. En gros, vous estimez le contexte d'un bien. On va y revenir et vous êtes membre de l'Observatoire de l'ubérisation, une association qui veut faire évoluer le Code du travail et le système des prestations sociales. Face à vous, Laurent Vimont, bonjour, PDG de Century 21 France, bonjour. Adrien Emmerich et Dov Haddad, bonjour. Alors vous êtes tous les deux cofondateurs du site d'annonce immobilière OMI. Vous facilitez la mise en relation entre ceux qui cherchent à louer un appartement et les propriétaires sans passer par les agences classiques. Vous allez nous expliquer en quoi c'est innovant et en quoi c'est différent d'un site classique de particulier à particulier. Jean-Marc Torolion, bonjour, président délégué de la FNAIM, la Fédération nationale de l'immobilier, en charge du pôle informatique et digital. Vous êtes également gérant d'une dizaine d'agences dans la région de Chambéry et de Grenoble. Laurent Vimont, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que vous êtes en danger, que vous êtes en voie d'ubérisation, un petit peu comme les taxis face à Uber, c'est-à-dire qu'il va falloir que les agences physiques s'adaptent aujourd'hui, enfin vous êtes déjà en train de le faire, mais encore plus? Sont en danger celles qui n'ont pas compris qu'on avait changé de monde. La synthèse qu'on peut faire rapidement pour démarrer, c'est que le savoir a changé de camp. C'est-à-dire qu'il y a une quinzaine d'années, l'agence était consultée pour avoir un prix, une estimation, une information fiscale, juridique ou financière. Avec Internet, le consommateur s'est renseigné et a aujourd'hui un niveau de connaissance qu'il n'avait pas avant. Et donc arrive chez le professionnel avec un ensemble d'informations. Parfois, il croit savoir. Et donc, le conseiller immobilier devient un trieur d'informations, n'est plus un sachant. Donc le premier constat, c'est qu'il y a eu un changement de camp du savoir. Et puis ensuite, ceux qui n'ont pas compris que les consommateurs étaient de plus en plus exigeants, qu'on leur proposait de nouveaux systèmes, vont effectivement mourir. Mais si on revient sur Uber 2 minutes, tout le monde veut être Uber, mais tout le monde n'est pas Uber. Non. Et si on revient sur l'histoire des taxis, ce qui a changé le monde sur le taxi et la vie des consommateurs, c'est une application, certes, qui a rendu possible la chose, mais surtout une voiture propre, oui, c'est ça, un chauffeur avec une cravate et souriant, et une bouteille d'eau et un chargeur d'iPhone. Donc l'ubérisation, c'est un truc qui ne s'adapte pas forcément à tous les métiers. C'est juste un monde qui change. Oui, c'est un monde qui change, des comportements. Exactement. De consommateurs qui changent. C'est ce que vous observez, vous aussi, j'imagine. Absolument, effectivement, dans l'Observatoire de l'ubérisation, qui est un collectif, en fait, de femmes et d'hommes agissant sur le terrain, donc composé de chefs d'entreprise, d'économistes, etc. On considère que l'ubérisation, c'est avant tout une expérience consommateur, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'empathie, de transparence et de limite de bienveillance vis-à-vis du consommateur. On se place complètement de son côté en essayant de reconstituer en fait son parcours de consommation entre guillemets de l'immobilier et donc forcément on aborde des thématiques qui sont complètement nouvelles, notamment le côté émotionnel d'un achat immobilier et le côté ultra personnalisé. Et donc l'ubérisation, ce que ça apporte, c'est les enjeux existent depuis plusieurs années. C'est quelque part juger des professionnels sur la qualité de leurs solutions ou de leurs services, mais ce jugement entre guillemets consommateur est rendu beaucoup plus facile grâce aux nouvelles technologies et aux données. J'espère qu'on va en reparler. Oui, on va en reparler de ces données. Vous, comment est venue l'idée de votre agence, de cette start-up que vous avez lancée? Alors justement, nous, on est une start-up, on n'est pas une agence. Ouais. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on participe à l'ubérisation de l'immobilier. Alors comment on s'y prend? Ce qui se passe sur notre site, c'est que propriétaires, qu'ils soient agences d'ailleurs, ou particuliers, viennent, s'inscrivent, publient des annonces et sont connectés de façon plus intelligente avec des locataires qui cherchent des appartements. Ce que font les locataires, ils viennent, ils s'inscrivent, ils se créent une fiche candidat sur laquelle ils renseignent leur situation, ils connectent leur compte LinkedIn et Facebook, ils scannent leur pièce de dossier et pour ceux qui le souhaitent, ils peuvent même ajouter un petit message vidéo de présentation. À partir de là, ils postulent à toutes les annonces qu'ils trouvent sur notre site, mais en plus de ça, sur tous les autres sites existants. Du coup, les propriétaires, plutôt que d'être écrasés d'appels, ce qu'ils font, c'est qu'ils reçoivent des dossiers complets, joliment présentés,
et ils n'ont plus qu'à organiser sereinement des visites. Et on leur donne des outils, tous les outils qui leur permettent de piloter cette location. Oui. Je crois qu'on est assez d'accord en fait sur le constat que l'ubérisation elle est portée par une nouvelle économie numérique, elle est aussi portée par des utilisateurs qui veulent prendre d'autres habitudes. En fait, c'est une rupture par rapport à l'économie traditionnelle, c'est une rupture qu'on observe là où il y a des métiers où il y a beaucoup, qui sont riches en caricatures. Je pense qu'on a tous en tête une expérience mauvaise dans un taxi, dans un hôtel, et bon, en ce qui nous concerne pour une visite collective. Donc nous, en tant qu'entrepreneurs, notre capacité, c'est de pouvoir se mettre à l'écoute d'un marché et de faire une proposition de valeur. En ce qui nous concerne avec Omi, c'est une expérience plus simple, plus fluide, plus ludique, plus stimulante, plus innovante. Et on arrive à d'autant plus facilement le faire qu'en fait on fait alliance avec nos utilisateurs qui eux participent, donc on est coproducteurs de ce service-là, et à partir de là on récupère un savoir, une connaissance, une donnée sur un marché qui nous permet d'y répondre un peu plus facilement. Oui. Vous qui êtes sur le terrain, qui êtes patron d'agence, quelque part ça dit que vous êtes trop compliqué, trop lourd. On va pas aller sur le chargeur ni la bouteille d'eau, mais qu'en gros aujourd'hui, il y a des choses qui effectivement arrivent et sont plus simples. Oui, enfin, je crois qu'il faut faire attention parce qu'il ne faut pas réduire nos métiers uniquement à la mise en relation via une annonce et via un système. Nos métiers, que ce soit la gestion locative, le syndic ou la transaction, c'est aussi un service derrière. Et puis, c'est d'autres missions qu'il faut accomplir après avoir signé un bail, par exemple, pour prendre le cas de la location. Ouais. Par conséquent, je dirais que l'ubérisation, pour nous, elle est liée très directement aux évolutions technologiques et à la mobilité qui est arrivée chez nos clients. Et je pense que notre vraie crainte pour nous, ce sont les plateformes. Ce sont les plateformes, avant même, je dirais, un modèle d'ubérisation type taxi, même si on peut penser à certains modèles qui peuvent le préfigurer chez nous. Et ces plateformes-là, il faut savoir si demain, elles vont révolutionner les modalités de délivrance de nos services, ou bien si, nous-mêmes, nous sommes, ce que je crois profondément, nous sommes capables de délivrer ce même service. Ça pose quand même pour nous quelques enjeux, notamment de réglementation, pour savoir si on part sur un pied d'égalité ou pas. Et ça pose aussi un enjeu d'adaptation. Ouais. Mais très franchement, on est prêt. On est prêt parce que nos systèmes d'information ont considérablement évolué, parce que la géolocalisation pour nous, sur les sites que l'on vient de créer, comme bien ici, n'est plus un problème, parce que les extranets clients sont de plus en plus des vecteurs de délivrance de services en ligne, et parce qu'on voit émerger de la part des professionnels les premiers services totalement en ligne. Alors on va regarder justement la manière dont se comportent aujourd'hui les consommateurs. C'est Catherine Combe et Bernard Garny qui sont allés à la rencontre de ces nouveaux consommateurs en ce qui concerne l'immobilier. Voilà à quoi ressemble une agence immobilière traditionnelle. Une vitrine et pignon sur rue. Voici la version low cost. Des bureaux au 5e étage d'un immeuble et des ordinateurs. Ici, on ne reçoit pas le client. Ce dernier met en vente ou achète un bien immobilier exclusivement par Internet. La différence, c'est la répartition des tâches. On fait tout ce qui est immobilier, le client fait tout ce qui est pratique. La visite qui est réalisée par le propriétaire, la négociation par nous, toutes les formalités juridiques par nous, tout ça pour une commission de 1%. 1% de commission, mais pas pour tout. Ce pourcentage s'applique pour l'achat d'un bien dont le prix est supérieur à 500 000 €. En revanche, pour ceux vendus moins de 500 000 €, la commission est fixe, 4 900 €, peu importe la taille du bien. Une agence classique affiche, elle, des taux de 3,5 à 5%, quelle que soit la valeur du produit. La Fédération nationale de l'immobilier émet des doutes sur ces tarifs. 1%, il faut le dire aussi, c'est quand même souvent un prix d'accroche derrière lequel se cachent d'autres augmentations tarifaires. Et c'est exactement comme les compagnies aériennes qui sont low cost, si vous voulez. C'est pas cher au début, mais vous n'avez rien, et si vous voulez un minimum, vous finissez par payer, et en fait, vous arrivez au même résultat. Exemple, si le propriétaire ne peut pas faire visiter l'appartement, la visite effectuée par un employé de l'agence sera facturée. Beaucoup d'agents immobiliers traditionnels considèrent déloyale cette concurrence par Internet. Pour conserver leur clientèle, ils mettent l'accent sur un service personnalisé. Nous, en fait, on se déplace pour tout expliquer et suivre le client jusqu'au bout. Ça, c'est la première grosse différence avec une agence low cost. Il existe actuellement en France une dizaine de sites immobiliers low cost. Les grandes enseignes classiques, avec agence, envisagent de créer un service Internet commun, capable de rivaliser avec ces low cost. Depuis la réalisation du sujet, vous l'avez lancé, ce site bien ici. Il y a deux choses que je voudrais évoquer. Ouais. D'abord, l'agent immobilier, c'est un tiers de confiance entre deux parties. Et qu'un vendeur qui vend son logement en direct à un acheteur, il n'a pas forcément
une parole d'évangile parce que l'acheteur considère que ce que dit le vendeur quand il cherche à vendre, c'est pas forcément tout à fait intègre. Et puis, deuxième sujet, ce sont les données. Il y a un exemple intéressant, c'est l'hôtellerie avec Accor. Accor qui n'a pas vu arriver il y a 5 ou 6 ans Booking.com et qui a été mise en dépendance d'un site qui s'est interfacé entre le consommateur et celui qui possède le produit, les chambres, en lui imposant ses taux de marge. Accor depuis a réagi. Sébastien Bassin a dit un jour très justement, les groupes nous tiennent par les cheveux, la tête au-dessus de l'eau, avec de l'eau jusqu'au niveau du nez, qu'on puisse juste respirer, parce que si nous mourons, ils ne pourront leur pas vivre. business meurt aussi. Dans l'immobilier, il y a un élément qu'il faut évoquer, ce sont les annonces immobilières. Pendant des années, la profession a dû payer pour publier. Moi, je considère depuis des années que ces annonces ont de la valeur et que les fédérer entre elles représentent une valeur certaine pour la profession. C'est comme ça qu'est né le site bienici.com, qui aujourd'hui fédère plus de 110 000 annonces immobilières et qui permet à un consommateur d'aller sur les sites de marques qu'il a envie de visiter, mais également d'avoir accès à un site d'abord qui est en 3D, avec une expérience client qui est tout à fait nouvelle, Avec et une à une offre localisation. dite décloisonnée. C'est-à-dire qu'il y a l'offre de toute la profession, du neuf et de l'ancien. Et en s'organisant de cette façon-là, la profession se dote d'un outil qui doit lui permettre de rester vivante encore quelques années, avant que les choses ne changent à nouveau. Mais ces données, si on prend une agence seule, ça ne vaut rien. Si on prend 1000 annonces, ça vaut un peu d'argent. Avec 1 million d'annonces, la profession dispose de quelque chose qui est indispensable pour vivre. Donc ces données, c'est aujourd'hui un élément essentiel du développement d'activité de la profession. Mais vous les avez aussi, vous les données. Alors justement, je voulais ajouter un mot sur l'ubérisation, parce qu'on a toujours tendance à opposer l'ubérisation avec les métiers traditionnels. C'est un peu le cas, la tentation est d'autant plus forte quand on voit ce qui s'est passé, les manifestations, les grèves il y a quelques semaines dans la rue avec les taxis, mais ce n'est pas toujours le cas. Et précisément, nous, depuis qu'on a été lancé, très tôt, dès le début, dès le lancement, on a fait le pari d'intégrer les agences immobilières sur notre plateforme. Pourquoi ? Et donc, qu'est-ce qu'elles nous disent, ces agences-là, qui travaillent avec nous ? On en a des centaines qui travaillent avec nous. Elles nous disent que, pour ce qui est de la location, elles souffrent. Il y a un contexte légal qui ne leur est pas favorable. La loi Duflot est venue encadrer les honoraires d'agence. La charge de travail qui incombe à l'agent immobilier pour ce qui est de la location, encore une fois, est restée strictement identique. Et les coûts de publication sur ce loger, justement, augmentent. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est donner la possibilité aux agences de publier gratuitement sur notre site, d'avoir accès non pas à plein d'appels, sinon à des dossiers complets. Vous dites que vous êtes complémentaires. Exactement. C'est des dossiers qui sont triés en plus selon un algorithme de matching. Et donc, on leur permet de dégager du temps là où ils ont vraiment une proposition de valeur qui est dans la vente et là où ils gagnent plus d'argent. Donc, c'est complémentaire. On continue tout de suite après. Retour sur le plateau de Ça nous concerne. Ça nous concerne évidemment l'immobilier et toutes les transformations dues à Internet, au digital. Qu'est-ce que ça va changer pour le consommateur, justement ? Peut-être voir avec vous et le site que vous êtes en train de mettre en place, qui est complètement nouveau pour le coup. Valérie, merci. Effectivement, je pense qu'on a parlé d'innovation technologique et notamment de la puissance des données. Aujourd'hui, je pense qu'on sous-estime la puissance en fait, qu'on peut extraire de ces données brutes et surtout si elles sont travaillées. On parle beaucoup d'open data, de smart data, de big data. Et par exemple, aujourd'hui, si on peut géolocaliser les biens qu'on visite, ne serait-ce que l'adresse et l'étage permet déjà d'extraire beaucoup d'informations sur la visite elle-même. C'est-à-dire, est-ce que le bien il sera bien ensoleillé ? Est-ce que le bien il est calme ou est-ce qu'il est bruyant ? Quelle est la qualité de l'air qu'on peut percevoir du balcon ? Et surtout, à partir de l'adresse, est-ce que le bien correspond à un style de vie particulier ? Est-ce qu'il y a suffisamment d'infrastructures scolaires, d'infrastructures de transport qui puissent correspondre à un style de vie et à des préférences de consommateurs ? C'est-à-dire tout l'environnement, en gros, de cet appartement. Exactement. Donc c'est vrai que je pense que chacun de nous a déjà vécu des expériences plus ou moins malheureuses avec des agences immobilières plus ou moins professionnelles sur des grosses déceptions de visite, puisque après avoir exprimer des préférences sur la recherche du bien qu'on souhaitait acheter ou louer, bien souvent, en fait, la visite est très décevante parce que peut-être qu'on avait demandé un bien très lumineux et il se trouve qu'en fait, il y a un vis-à-vis tel qu'on ne bénéficie pas suffisamment de lumière. Donc aujourd'hui, en fait, les données sont suffisamment puissantes pour apporter cette information-là avant même d'effectuer la visite. C'est-à-dire qu'on maximise l'expérience utilisateur
pour qu'ils gagnent du temps, c'est-à-dire qu'ils ne perdent pas de temps à visiter, et qu'ils gagnent aussi en qualité de visite, c'est-à-dire que les données peuvent rétrécir le nombre de biens visités, mais augmenter la qualité des biens visités. Oui, sauf qu'un bien, quand on visite un appartement, il y a quelque chose de physique. Oui. La première, c'est que dans les statistiques que nous suivons, 7 clients sur 10 achètent un bien différent de la demande initiale, parce que l'achat dans l'ancien est un parcours très particulier et qu'on ne peut pas formater un achat idéal. Qu'acheter un logement dans l'ancien, c'est passer, on va dire, d'une équation qui est un rêve, un budget et un vrai projet, et qu'on découvre le marché en visitant, et que la visite, c'est quelque chose qui, malheureusement, est indispensable, et que, deuxièmement, et c'est extrêmement important sur le sujet que vous évoquez, pour l'instant, personne n'a trouvé le moyen d'acheter un logement ancien sans le voir physiquement. Alors, on peut peut-être raccourcir les délais de recherche, on peut peut-être proposer un ensemble de services qui vont rendre les choses plus agréables, mais la visite physique d'un appartement, pour ceux qui l'ont vécu, je ne sais pas si vous avez déjà vu un appartement avec quelqu'un quand vous cherchez à acheter, c'est assez miraculeux, c'est-à-dire qu'on se met à toucher les murs, à sentir l'atmosphère, à regarder à l'extérieur, enfin, il n'y a pas pour l'instant de système de technologie permettant de remplacer ça. Et sur l'immobilier et le métier que je représente, il ne faut pas non plus oublier qu'on n'a pas attendu Uber pour intégrer dans nos agences un ensemble de technologies pour faciliter la vie des clients et pour rapprocher le client de l'agence. Et en fait, peut-être que la solution, c'est de comprendre qu'on fait le grand écart entre le digital et l'émotion. Il y a l'humain, oui, c'est ça, il y a l'humain. Le rendez-vous physique à l'agence, yeux dans les yeux, aurait dit un député, c'est un moment incontournable qui permet de comprendre réellement ce que veut un client. Et en général, le client veut l'idéal, mais c'est son budget qui est le juge de paix qui va lui imposer de rogner sur des prétentions qu'il ne pourra pas assumer. Et puis, comme partout, il y a des bons et des mauvais Comme agents. dans la restauration, voilà, comme dans le journalisme, voilà, bons et des mauvais. En même temps, je pense qu'il faut faire attention. On parle ici de la vente, Laurent parle de la vente, et sur la location, je pense qu'en revanche, les choses peuvent être un tout petit peu différentes, parce que on peut mettre en place la visite virtuelle, et on peut envisager à ce moment-là, avec la géolocalisation et la contextualisation formidable que procure la géolocalisation en termes de recherche, c'est-à-dire de cette capacité à résoudre les équations personnelles de déplacement notamment, et puis de centres d'intérêt, eh bien on peut arriver à faire une location en ligne, à mon avis, dans très peu de temps. Et on y est quasiment prêt, pour peu que la législation nous le permette. Et si vous le voulez bien, par contre, et c'est peut-être un des défauts d'ailleurs de votre plateforme, toutes les plateformes qui qui font de l'intermédiation, j'allais dire, digitale, dématérialisée, doivent cultiver aussi une forme d'humanité. Et cette forme d'humanité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que derrière un bien, il faut toujours mettre un visage. Et nous nous attachons, nous, en fait, professionnels de l'immobilier, c'est exactement ce qui se fait aux États-Unis d'ailleurs, à mettre un visage derrière chaque bien pour ne pas, j'allais dire, rendre cette relation purement artificielle. Et c'est l'agence vitrée qui, en réalité, arrive avec son visage dans le paysage digital. Oui, enfin, encore que si c'est moins cher, plus rapide et plus efficace... qu'il y ait quelqu'un ou pas entre les deux, ça change aussi. Et regardez Airbnb. Je peux juste réagir. Airbnb, oui, absolument. Il y a des visages partout. Ouais. Je peux juste réagir rapidement. C'est qu'effectivement, je pense qu'on se rejoint sur le côté émotionnel d'un achat immobilier, parce que c'est pas juste un disque qu'on achète, c'est quand même un gros budget, et puis c'est surtout la vie qu'on transpose dans un bien. Mais je pense qu'on peut passer d'un extrême où, en fait, on ne connaît pas l'adresse ou l'étage du bien avant d'appeler l'agence, jusqu'à un autre extrême où, effectivement, je pense, moi, qu'on ne peut pas se passer, effectivement, d'intermédiation via les agences immobilières. Il y a un moment où vous êtes quand même... Ah oui. Juste pour terminer, l'expérience américaine, effectivement, c'est les particuliers n'auraient jamais l'idée de vendre leurs biens eux-mêmes, ils passent forcément par des agents. Par contre, le bien est complètement géolocalisé et il y a une transparence totale, en fait, sur le contexte, l'environnement, la proximité du bien. Donc, il faut casser en fait cette opacité et ce cloisonnement de l'information qui jusqu'à présent était réservé aux professionnels. Les données permettent en fait d'apporter cette transparence aux utilisateurs. Ouais. Alors, moi, je suis extrêmement content qu'on aborde ces questions-là parce que c'est justement l'objectif d'OMI. L'idée, c'est qu'on n'est pas dans un tout numérique, c'est qu'on amène une nouvelle expérience. Cette expérience, c'est quoi ? C'est que l'expérience de recherche à Paris, elle est particulièrement difficile. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on travaille justement à Paris et en petite couronne, donc on est localisé. Et donc, l'expérience à Paris, elle se résume souvent à la rareté des biens.
l'assèchement du parc locatif privé et surtout à la cherté. Et donc là où nous, on amène une expérience, en fait, Omi, ce qu'il fait, c'est qu'on ubérise la visite, on ubérise la rencontre entre les propriétaires et locataires. Comment ? Par la rendant virtuelle, justement en la rendant pertinente. En gros, chercher un appartement à Paris, c'est faire 3 choses. C'est organiser ses informations par rapport à ce qu'on va donner au propriétaire et à ce qu'il attend, faire une recherche qui corresponde exactement à ce qui nous intéresse, pas juste un arrondissement et puis un grand paquet dans lequel on met un peu tout et n'importe quoi, et puis après entrer en contact avec ces propriétaires-là. Ça, c'est souvent très déshumanisant parce que souvent on appelle des propriétaires qui ont déjà reçu 200 appels, après on se rend à des visites qui sont collectives, et donc c'est tout un processus par lequel on perd son énergie, sa motivation, et finalement un petit peu l'humanité de la recherche. C'est pas le cas avec Omi, parce que justement chez nous, ce qu'on fait, c'est que ce dossier il permet de faire en sorte que les propriétaires et locataires se connaissent avant de se rencontrer et qu'ils aient un véritable intérêt à le faire. Pour rebondir aussi sur ce que vous avez dit par rapport aux États-Unis, c'est que moi j'habitais aux États-Unis avant de lancer Omi, avant de rentrer en France. J'habitais à Washington DC, qui est le 5e marché d'investissement immobilier aux États-Unis. Et justement, c'est particulièrement difficile parce que c'est une ville de personnes en transit. C'est des hauts fonctionnaires internationaux, c'est des avocats, c'est ce genre de choses, des ambassadeurs. Ils ne sont pas là pour rester, c'est des étudiants. Et donc on se retrouve face à quoi ? On se retrouve face à des sites, par exemple comme Craigslist, c'est là où moi j'ai trouvé mon bien, où il n'y a même pas de photos. Et donc après, on se rend à des open house, on va visiter, et puis à la finale, l'information, elle n'est pas du tout matérielle. Donc nous, on essaie de lui donner une substance, on essaie de lui donner une pertinence, et on essaie de faire en sorte que les propriétaires et les locataires se rencontrent plus intelligemment. C'est l'objectif d'Omi. Juste un mot pour compléter ce que vient de dire Dov. Sur Omi, derrière chaque annonce, il y a toujours un visage. Dans chaque visite, il y a quelqu'un, que ce soit une agence immobilière ou un propriétaire. Ce n'est pas des agences virtuelles, pas des visites virtuelles, pardon. Donc nous, justement, on n'est pas dans la désincarnation de la relation. Au contraire, on permet aux uns et aux autres de faire une recherche qui est agréable. Parce que quand même, chercher un appartement, ça doit être quelque chose d'agréable, quelque chose de ludique. C'est ce qu'on essaie de faire. Effectivement, cette question de la géolocalisation, c'était très opaque jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'on osait à peine demander où était le bien, parce qu'on avait l'impression que c'était un secret. C'était quoi ? C'est la peur, justement, que le client aille en direct ? Écoutez, la géolocalisation, finalement... tout le monde considérait que les professionnels en avaient peur. Je pense que c'est une réalité pour protéger leurs relations contractuelles, pour éviter d'être, comme on dit dans notre jargon, doublé, entre guillemets. Mais en fait, cette révolution, justement, elle est venue, et Laurent peut en témoigner, elle est venue des professionnels. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qu'on finalement voulait nous imposer, nous avons décidé, nous, de prendre en main et de le faire, parce que accordez-moi justement que la génération qui est en face de nous là, elle ne supporte plus, avec la mobilité, avec la possibilité de la réalité augmentée, elle ne supporte plus de perdre du temps en se contorsionnant sur une photo pour essayer de voir où est le bien. En même temps, pour nous, c'est une formidable opportunité de marquer notre force commerciale sur les territoires et puis derrière d'associer de nouveaux services. Donc ce panneau digital à vendre ou à louer que l'on met maintenant sur les biens, je crois qu'on répond à une profonde aspiration des consommateurs et on est suffisamment sûr de nos services. Et on est suffisamment sûr aussi de notre avenir pour pouvoir le faire et rendre ce service en réalité à nos clients, qu'ils soient vendeurs, propriétaires bailleurs ou candidats locataires ou acheteurs. Voilà. Et derrière, je vous le dis encore, ce n'est que le début d'une profonde mutation, même dans nos métiers, mais aussi dans l'approche de ce marché. Il y aura toujours besoin d'agents immobiliers physiques, ce que vous disiez, c'est-à-dire une personne, un tiers qui soit... Il y a un sujet qui n'a pas été abordé, c'est le sujet de l'estimation. On peut estimer de 3 façons, à la louche, par Internet ou avec une visite physique. Et j'ai vu des tas de sites se lancer, proposer des estimations en ligne. Quand je compare les estimations en ligne de ces différents sites, il y a des écarts extrêmement importants. Et je constate globalement que rien ne remplace une visite physique et la connaissance intime et locale du marché par un professionnel. Donc ça, c'est un exemple intéressant qui fait globalement, tant qu'on n'a pas l'œil dans l'appartement, tant qu'on n'a pas mis en relation des informations qui sont pertinentes de biens qui ont été vendus récemment, de biens à vendre sur le marché, l'estimation, c'est une fourchette qui peut aller de 10 à 40%, ce qui n'est pas crédible du tout. Avec en face, et on revient sur le sujet, un acheteur surinformé. C'est-à-dire que ce qui a changé aussi la donne dans la relation entre les parties, c'est que l'acheteur, lui, qui visite, il connaît le marché mieux que le vendeur. Et donc le vendeur a tendance en général à être un peu gourmand sur son prix, ce qui est bien normal, mais l'acheteur en face, lui, il avait 25 appartements et le prix du marché, il le connaît mieux que personne. Donc la visite physique, ou en tout cas l'intermédiation d'un professionnel qui connaît le marché,
localement, c'est caractéristique. Dans une rue, entre le nord et le sud, il y a des écarts de prix. Sur Internet, ça ne se voit pas encore, en tout cas. Peut-être que demain, on pourra, mais la visite physique est un élément essentiel, et ça marche en location, ça marche en transaction, ça marche en gestion locative, ça marche aussi dans le cadre du métier de syndic. Donc, l'ubérisation, moi, c'est un mot que je n'aime pas, qui est aujourd'hui mis à toutes les sauces, sur n'importe quel métier. C'est un faux... On va dire mutation. Alors, la mutation... La transformation digitale du comportement des consommateurs qui impose aux professionnels de se remettre en cause, d'en mettre en cause leurs services, de s'emparer des technologies pour mieux servir les clients. Un exemple tout simple qui a été évoqué, c'est qu'est-ce qu'un client reproche en premier à une agence ? L'absence de suivi. Et dans les outils qu'on a aujourd'hui mis en place, on a des systèmes qui pallient parfois, ou qui pallient souvent à l'absence de relance du professionnel, avec un email, un SMS envoyé. Ça, c'est quelque chose qui est lié aux nouvelles technologies qu'on a utilisées, puis il y a plein de sujets que je pourrais aborder, mais c'est une véritable opportunité pour la profession. L'ubérisation, c'est pas le bon mot. C'est-à-dire que l'ubérisation, on est en train de dire que les taxis vont faire perdre du marché, alors que on n'est pas vous, sur un marché de monopole déjà. Les gens ont le choix. Dans l'immobilier, on peut acheter ou vendre par agence ou sans agence. Pour agir effectivement sur le thème de l'estimation, c'est vrai que les chiffres sont assez surprenants. C'est que sur l'île de France, les écarts de prix peuvent, les marges d'erreur peuvent atteindre 40%. C'est ça, c'est ce que je viens de dire. Donc effectivement. Et pour le vendeur, c'est tragique parce que son bien passe complètement. Absolument, le vendeur garde perdu toujours le meilleur prix, le plus élevé. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il reste beaucoup de marge d'amélioration sur les algorithmes et la précision des données qui peuvent apporter de cette information beaucoup plus personnalisée au niveau même, je dirais, de l'étage ou voire des multiples expositions auxquelles bénéficie ce bien-là. Donc ça, c'est, je dirais, il y a de la place encore pour la donnée pour atteindre ce niveau de précision. Alors sur l'ubérisation, puisque je fais partie de l'Observatoire de l'ubérisation, c'est vrai que c'est un terme... Alors, au début, on parlait d'ubération, qui est un terme beaucoup plus actif, alors que ubérisation, c'est entre guillemets... On se fait ubériser, c'est un terme beaucoup plus passif. Voilà. Donc, c'est vrai que... Ubération, ça ressemble un peu à aberration. Hein, dans l'ubérisation, il y a aussi un aspect, c'est qu'effectivement, les utilisateurs sont ultra connectés, ultra informés. Quelquefois, ils ont la même information, voire plus d'informations que les professionnels. Et il y a aussi un autre pan de l'ubérisation, c'est que les utilisateurs se permettent de noter et de scorer le service rendu par les professionnels. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette transparence, elle explose complètement les clivages qu'on pouvait avoir jusqu'à présent en disant... faites-nous confiance, nous sommes les professionnels, on a l'information, on vous la donne. C'est que cette information maintenant-là, elle est accessible par tous et il y a un système, je dirais, de rétrocontrôle qui permet de vérifier la qualité de service ou de produit rendu par les professionnels aux consommateurs. Donc, ce que je veux à l'arrivée, moi, c'est trouver un bien qui me plaît le plus facilement possible, en ayant confiance dans la personne qui me le vend. C'est l'intérêt du consommateur, c'est celui-là. Les notes consommateurs, il faut peut-être raison garder, ça a toujours existé. C'était moins visible. C'est-à-dire qu'au café le matin, on parlait de son expérience avec l'agence qui était bonne ou mauvaise, et donc les gens partageaient entre eux cet avis. Alors il y avait peut-être moins de monde qui voyait. Pour la profession, c'est une bénédiction d'avoir un accès public à ce que les consommateurs pensent du service rendu. Donc cette transparence, elle est quelque chose dont on doit s'emparer pour améliorer le service client. La synthèse rapide, c'est que le digital permet de ringardiser un service qui est indigent. Et que l'enjeu pour la profession, c'est bien sûr de maîtriser la présence sur Internet, mais également d'améliorer l'expérience client, de faire en sorte que sur les 1001 points de rendez-vous qu'il y a entre la prise de contact téléphonique et le passage chez notaire, entre l'agent et le client, il se passe quelque chose. Alors une émotion, c'est l'idéal, mais dans tous les cas, un service qui soit rendu. Moi, ce que je voulais ajouter, c'est que manifestement, on est dans l'ubérisation. Quelque chose qui se passe, les lignes sont en train de bouger. Pas trop s'interroger si c'est bien ou si c'est pas bien. De toute façon, c'est là. Ça touche de plus en plus de secteurs et ça va de plus en plus vite. Mais surtout, ce que j'observe, c'est qu'il y a une demande d'ubérisation des utilisateurs. Et pour vous donner un exemple, nous, sur Romy.fr, ce qui se passe, c'est qu'en quelques mois, 15 mois, tous les mois, on a 10 000 messages échangés entre des annonceurs et des locataires. On a 8 000 personnes qui ont trouvé un appartement grâce à Romy. Donc, quelque part, il y a une demande. Mais particuliers, agences, non, vous dites qu'il y a à la fois des agences et des particuliers. Nous, on a les deux. Alors, je suis d'accord avec le fait que dire qu'on est le Uber de ceci ou de cela, c'est une formule incantatoire. C'est un peu rapide, mais c'est aussi... On verra dans 5 ans.
Je suis d'accord, mais ça participe du succès qu'on souhaite dans les affaires. Donc voilà. Bon, Oui. nous, c'est pas ça. Quitte à se donner. Comment un vous nom, êtes rémunéré, vous, par exemple? Nous, écoutez, il y a des propriétaires qui mettent des appartements, il y a des locataires qui mettent des dossiers. Nous, on offre la possibilité de mettre en avant l'un ou l'autre à différents degrés. C'est comme ça qu'on fait principalement notre business model. D'accord. Et on intègre bien sûr des annonces pas uniquement de particuliers, des annonces d'agences, pour faire en sorte aussi que sur des publicateurs, il arrive qu'on ne sait pas exactement à qui on est affaire. Encore une fois, cette histoire de visage. Sur OMI, on est capable de savoir si on s'adresse à un particulier ou si on s'adresse à un professionnel. Et au même temps, le montant des honoraires qui va être perçu. Donc à partir de là, l'information, elle est décloisonnée, elle est transparente et elle est pertinente. L'évolution du... Je ne suis pas d'accord avec cette ubérisation. C'est un mot qui est vulgarisé, utilisé à mauvais escient, et une demande des consommateurs d'ubérisation. Les consommateurs, ils veulent être servis. Il y a un exemple qui est très intéressant, c'est celui de la FNAC. La FNAC, il y a 15 ans, le vendeur vous faisait audience. Et qu'il acceptait de vous transférer un peu de son savoir. Et aujourd'hui, le client qui va à la FNAC, il a consulté sur Internet les caractéristiques de l'appareil photo, il en sait plus que le vendeur qui vend. Dans l'immobilier, on a la même tendance, mais il n'y a pas, de la part des consommateurs, une demande d'ubérisation. Ça a été inventé par Maurice Lévy, ce mot, qui est un roi de la communication. Ça veut tout dire et rien dire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer que les consommateurs demandent à ubériser une activité. Les consommateurs, ils veulent une expérience client, ils veulent une émotion et ils veulent être servis. Mais le mot ubérisation vient du fait que... Il faut peut-être arrêter de l'utiliser. Oui, mais que Uber a apporté un service et une expérience client, vous l'évoquiez en début d'émission, meilleur que ce qu'on pouvait avoir... Toutes les activités, tous les métiers. Il y a un bon exemple, c'est Kodak en revanche. Kodak qui avait nié, c'est le contre-exemple de l'ubérisation, la montée en puissance du numérique, et qui avait dansé le numérique et qui n'a pas voulu l'intégrer. Donc c'est entre ubériser et kodakiser, on va le dire comme ça. D'un côté, je nie, de l'autre, je prétends que je vais révolutionner la chose. Il y a un juste milieu. Je pense quand même qu'il y a une chose qui peut parfaitement se produire et qu'on voit déjà aux États-Unis, par exemple en regardant onradpad.com, c'est le fait de séquencer, de saucissonner notre métier. Et de permettre finalement au consommateur final, plutôt que d'acheter systématiquement la globalité d'une prestation, en fait d'en acheter qu'une partie. Et si on revient à la gestion locative, encore une fois, ne la limitons pas simplement à mettre en relation un propriétaire et un locataire. Le métier de gestionnaire, à la FNEM, les professionnels gèrent plus d'1 million de locations, c'est aussi l'après-vente. Et dans le cadre de cette après-vente, on s'aperçoit qu'il y a des bailleurs qui, chez nous, souhaitent acheter uniquement la prestation, j'allais dire, financière, c'est-à-dire appel de loyer, garantie des loyers, gestion des charges. Et souhaitent s'occuper de trouver leur locataire comme souhaitent s'occuper de la fin de la location. Ce que nous n'offrions pas à l'origine. Eh bien justement, la crainte, c'est que ces plateformes puissent séquencer nos métiers. Et nous devons y répondre, nous, en proposant ce service-là. Ça n'était pas possible avant les évolutions technologiques. Et donc, c'est bien, finalement, aussi les technologies qui dictent parfois les usages. Et c'est ce dont nous devons, j'allais dire, nous méfier au sens être en vigilance pour pouvoir l'anticiper et s'approprier totalement ces technologies. Oui. Pour revenir juste sur le terme interdit d'ubérisation, c'est que c'est pas un hasard, en fait, si on parle d'ubérisation dans l'immobilier, c'est que déjà, c'est un gros marché. Et par exemple, les taxis, les hôtels, les assurances, les restaurants, etc., ça représente beaucoup de volume, beaucoup de transactions, donc un très très gros marché. Deuxièmement, en fait, c'est un marché qui est décrié. C'est qu'on ne peut pas nier le fait que l'image et la réputation de la profession étaient quelque chose qui n'était pas forcément optimal. C'est-à-dire qu'on a tous une anecdote avec une mauvaise visite ou une mauvaise expérience immobilière. Donc ça, c'est une réalité, je pense, qu'il faut absolument déjà reconnaître pour aller de l'avant. Et le troisième point, c'est qu'effectivement, en termes d'expérience utilisateur, puisque vous parliez de gestion locative, on parle de maximisation de l'expérience utilisateur. Ce n'est pas uniquement saucissonner, entre guillemets, des portions de services, mais plutôt regarder l'ensemble d'une expérience immobilière, de la prospection à la formulation de l'idée jusqu'à la recherche, au déménagement, au suivi, etc. Et c'est cette maximisation de l'utilisateur qui peut justement amener une amélioration du service chez les professionnels. Le paradoxe, et je suis d'accord avec vous sur l'image, c'est que la solution vient de la formation des professionnels, pas du digital. Et que c'est en montant de plusieurs crans le niveau de compétence des gens qui font ce métier qu'on changera l'image de ce métier et qu'on rendra un meilleur service. Donc ça, c'est pas de l'ubérisation, c'est du bon sens, c'est de la formation, c'est de la compétence, c'est de l'expérience client, c'est de l'émotion, comme vous l'avez dit. Mais ça n'a rien à voir avec les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies n'imposent pas les choses, elles rendent possibles les choses. C'est un tout petit peu différent.
C'est le moment d'acheter ou pas, Laurent Vimont? Je ne saurai jamais. Vous ne saurez jamais, c'est toujours la question que je vous pose. C'est le moment d'investir en tout cas. C'est le moment d'investir. Bon, c'est une manière de répondre à la question. Merci à tous. À suivre le journal dans quelques minutes et on se retrouve après.